suis adhérent au MFQM depuis 2 ans. J'ai été responsable qualité, sécurité, environnement pendant 17 ans, dans le domaine de l'industrie plutôt. Et aujourd'hui, je suis aussi adhérent d'un réseau d'experts en QSE, QVT, ADR et sur Calliope, avec le réseau Equaleos. Aujourd'hui, donc, j'interviens dans le cadre du MFQM, qui est un réseau qui permet de regrouper un ensemble d'entreprises et de collectivités et de cabinets conseils. Aujourd'hui, on est plus de 200 sur la région Pays de la Loire. Donc, le MFQM, donc c'est la branche Pays de la Loire de la FQP. Il propose aujourd'hui plus d'une quarantaine de rencontres par an, des visites, des matinales, des focus day, des learning boss et plein d'événements préparés tout au long de l'année. Cette année, avec le Covid, c'est un peu particulier, donc on change et on s'adapte, mais voilà, aujourd'hui, c'est toute la force du MFQM. Et au niveau des contacts, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de Delphine ou de Sophie si vous avez des souhaits d'adhésion, pour ceux qui ne le sont pas, parce qu'il est ouvert à tous aujourd'hui, le webinaire. Ou pour les personnes qui sont déjà adhérentes, de regarder régulièrement le site internet, parce qu'avec les modifications de programme, on bascule plutôt à distance. Alors, je vais faire une petite manip. Je vais couper temporairement ma vidéo. Voilà, c'est pour garantir le flux de audio qui soit bon en fait. Hein. C'est surtout ça. Je ne connais pas toutes les qualités de connexion de tout le monde, donc l'objectif c'est que tout le monde m'entende bien. Alors au programme de cette petite heure, bien entendu on va regarder la définition du PCA, donc plan de continuité d'activité, pourquoi on va l'élaborer, comment l'élaborer, les points clés, on va passer un petit peu de temps dessus, et comment vous allez pouvoir l'utiliser par rapport à la situation actuelle qu'on connaît. Alors, la définition, elle est issue plutôt de la réglementation bancaire, puisqu'aujourd'hui, ça fait partie des domaines d'activité qui ont l'obligation de mettre en place un PCA. Donc, c'est l'ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire, selon un mode dégradé des prestations de services et autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de l'entreprise assujettie. Puis, la reprise planifiée des activités et limiter ses pertes. C'est la définition qu'on retrouve au niveau réglementaire. C'est la plus parlante, elle est un peu longue, mais en tout cas, elle montre bien les différents modes qu'on va regarder. On a une crise, il faut travailler en mode dégradé, maintenir l'entreprise en place et préparer la reprise. Souvent, la reprise est un point clé. Est-ce que je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise, est-ce que j'ai l'obligation de faire un PCA aujourd'hui? Alors, le Code de travail oblige les employeurs à mettre en place des mesures de protection, la protection des salariés sur la santé et la sécurité. Ce que vous connaissez tous, c'est le document unique. Il n'y a pas d'obligation, sauf pour certaines entreprises qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale, d'obligation de mettre un PCA. C'est un outil qui va permettre de répondre en partie au document unique, mais ce n'est pas une obligation encore légale, sauf dans ces domaines d'activité qui sont cités à l'écran. Avec la crise du Covid-19, rendez-vous dans les prochains mois à une mise à jour à l'arrêté de 2001 concernant le document unique, qui probablement introduira l'obligation d'évaluer par rapport à des événements extrêmes. C'est fort probable. Le PCA deviendra l'outil pour y répondre. Dans sa forme, il n'y aura pas d'obligation formelle à le faire, mais ça sera le seul moyen pour répondre aux documents uniques, nouvelle version. Alors, à quoi ça sert? On a vu la définition. Concrètement, ça sert à amortir les effets de crise. Sans PCA, la société en fait prend un choc beaucoup plus fort. Ça permet de réduire et minimiser les impacts du sinistre et garantir la poursuite de l'activité
même avec des événements de crise. Vous avez un incident, la première chose qui démarre, en fait, c'est la crise. Vous êtes en mode gestion de crise. Vous gérez les urgences. Il y a un événement, hein, on va en parler, les différents scénarios. Il y en a beaucoup. Il y en a autant que l'imagination et les scénarios hollywoodiens peuvent en trouver. Mais la crise, en tout cas, c'est la première étape. Donc, il faut être préparé. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui de ce qu'on va regarder en détail. Ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire à terme. Mais en tout cas, ce n'est pas cette partie-là. On va lancer des actions de gestion de crise pour pouvoir coordonner cette partie-là. Et en fait, on va mettre en place le PCA après. Il se fait, en fait, il a été élaboré en amont, mais il se déclenche après qu'on ait éteint, sécurisé les salariés, les bâtiments éventuellement, les outils de production. Donc, on fait bien la distinction entre la gestion de crise qui permet de sécuriser les collaborateurs, sécuriser les biens, sécuriser l'image de l'entreprise et sécuriser la valeur de l'entreprise. La continuité d'activité va permettre de définir ce qui est essentiel à faire tourner encore pour l'entreprise, comment on va fonctionner en mode dégradé, anticiper les différents scénarios de reprise. Typiquement aujourd'hui, dans le cas du Covid, problème de son. Oui, alors je répondrai à la question plus tard pour Rosa, qui a un problème de son. L'anticipation aujourd'hui, si je prends l'exemple du Covid, on ne sait pas quand le confinement va être levé, de la façon dont il va être levé, à partir de quelle date. Donc, tout le rôle d'un chef de projet PCA, ça va être aussi de pouvoir regarder les moments de reprise, phase 1, phase 2, phase 3, en fonction de diverses possibilités. Si le confinement dure jusqu'au mois de juillet, comment on s'organise? S'il dure que jusqu'au mois de début mai, par exemple, ce n'est pas le même scénario de reprise d'activité. Et l'objectif, bien sûr, du PCA, c'est de préparer la reprise d'activité. Pourquoi? Dans de grosses industries, si on prend des grandes chaînes de montage automobile, par exemple, on ne redémarre pas une ligne en réappuyant sur le bouton on de la ligne. Surtout que la reprise va se faire, là, dans le cadre d'un problème sanitaire, où on ne peut plus avoir deux personnes au même poste, ce ne sera plus qu'une personne. Il va falloir avoir des règles de distanciation aussi sur les lignes de production pour faire la reprise. Donc, il faut quasiment une semaine à 15 jours pour préparer correctement la reprise et faire une reprise en mode, en plus, je vais prendre un exemple qui va être assez parlant. Non, les assureurs, Dominique, n'imposent pas la mise en place d'un PCA. Eux, ils ont l'obligation d'en faire un. Je vois la question en live, on le temps. L'exemple du sportif de haut niveau. Pour vous poser les deux bonnes questions du PCA. J'ai une blessure, je suis sportif de haut niveau, je prépare les JO. Alors là, ils sont reportés d'un an, mais si c'était le cas pour le mois d'août, en tout cas, je suis blessé. Les deux questions qui vont se poser, c'est est-ce que c'est grave? Donc, le niveau de gravité de ma blessure, donc niveau de gravité de la crise, du sinistre, quand je peux reprendre mon entraînement. Parce que je veux gagner et avoir ma médaille. Donc c'est pareil pour les entreprises, c'est quand est-ce qu'on peut redémarrer les entreprises et comment. Donc voilà, ça c'est très important, c'est les clés du questionnement du PCA, puisque ça va permettre, pour répondre à ces deux interrogations, il va falloir bien connaître ses équipes, puisqu'on est sur de l'humain, et voir comment remonter les équipes pour travailler, et bien connaître son organisation, ses processus internes de fonctionnement. On va faire pas mal de qualité en fait avec le PCA. Aujourd'hui, on a deux scénarios, deux méthodologies de réalisation du PCA. On va plutôt regarder une des deux méthodologies. Il y a la méthodologie par scénario.
et une méthodologie par l'indisponibilité. Là, en fait, je parle ici de l'indisponibilité des ressources de l'entreprise. Alors, je parle d'entreprise, mais c'est valable aussi pour les collectivités, pour les associations, pour tous les secteurs d'activité, hein. Le mot entreprise est assez large ici, mais en fait, c'est valable pour un peu tout le monde. La complexité, ça va être de l'adapter à la bonne taille de l'entreprise, hein. Alors, la méthode par scénario, euh, finalement, est-ce que c'est un scénario de type santé? J'ai un problème de santé publique, de santé dans mon entreprise. C'est une pandémie, c'est une gastro généralisée dans les effectifs, c'est une grippe, enfin, c'est un problème de santé. Je vais avoir les scénarios de type catastrophe naturelle, les tempêtes qui peuvent mettre effectivement KO des entreprises, puisque le bâtiment n'existe plus, parce que pour X raisons. Alors attendez, je reçois des messages en même temps. Je suis désolé, je vais refuser les notations sur. Vous aurez les slides, hein, ne vous inquiétez pas, il y aura un PDF qui sera diffusé. Le type de catastrophe naturelle, donc des tempêtes, les crues, des volcans, tout ça peut générer effectivement des situations de crise. On va avoir le scénario malheureux du terrorisme, le type social, des grèves, des troubles massifs qui peuvent aborder. Donc là, par l'approche scénario, il va s'agir de conceptualiser tous les scénarios et définir des dynamiques une dynamique d'événements. Il va falloir détailler chaque scénario, il va falloir être précis, complet, donc ça va être très long à préparer. Et pour chaque fonctionnement de mon entreprise, de mes ressources, pour chaque scénario, comment elles doivent réagir par rapport à ce que j'ai prévu. Ce n'est pas un petit travail. L'inconvénient, c'est très délicat d'appréhender objectivement tous les scénarios et la gravité d'un scénario. Il y a beaucoup d'imagination ou d'imaginaire qui vont rentrer dans ce domaine-là. Même si on a des domaines de modélisation de plus en plus modernes, aujourd'hui, on est bien incapable encore de modéliser proprement le changement climatique et les impacts du climat catastrophe, par exemple, sur la partie catastrophe naturelle. Le scénario pandémique, il avait été mis en place dans le cadre de la grippe A à l'époque au niveau de l'État. Ils étaient sur un PCA type scénario, sauf que la dynamique de l'événement n'a pas du tout eu lieu comme le scénario le prévoyait. Donc on se retrouve dans un cadre rigide. Et un point important, quand on est dans une crise, ça génère énormément de stress pour les personnes qui doivent mener et gérer le PCA. Et il faut garder une grande agilité, en fait, et pas être borné dans l'application du scénario par rapport à la réalité. Et le risque d'être dans ce type de configuration de scénario, c'est qu'on reste borné à appliquer. Le scénario a dit que ça se passait comme ça, on va mettre en place les mesures qui doivent se passer comme ça. Donc on peut être parfois à mettre en place des solutions qui ne sont pas du tout conformes à la réalité. Donc, comme vous le voyez, l'approche par scénario, c'est peut-être pas l'approche qui sera la plus adaptée, elle n'est pas suffisamment agile. Par rapport aux entreprises, elle ne va pas être aussi en phase avec le pilotage, puisque en fait, on ne prend pas en compte tout de suite les ressources de l'entreprise, elles arrivent après. Puis, clairement, aujourd'hui, c'est impossible de tout prévoir. Personne n'a une boule de cristal pour vraiment anticiper et scénariser l'ensemble des typologies, des dynamiques. Donc, on ne va pas le retenir. Donc, je ne vais pas en dire plus sur la partie scénario. On va en prendre en compte, par contre, sur la deuxième méthode, qui est l'approche par l'indisponibilité des ressources. Et c'est là où c'est celle-là et c'est cette méthode-là, en tout cas, qu'on va retenir, que je préconise et que l'ensemble des experts dans le domaine préconisent aujourd'hui. C'est une méthode en 5 étapes. On va identifier les conséquences et les impacts de l'indisponibilité des ressources.
On va analyser dans chaque processus critique en termes de continuité et identifier les besoins en ressources. L'étape 3, on va définir les solutions, les stratégies de continuité. L'étape 4, on est plutôt sur l'entretien du PCA, sur le retour d'expérience. En fait, le 3, c'est je définis les solutions et je les mets en place. On déclenche le PCA. L'étape 3, il y a aussi le déclenchement PCA, qui est l'aboutissement des étapes 1, 2 et 3. Et enfin, la dernière étape, c'est la communication sur le projet PCA. On est en fait sur un projet très important pour l'entreprise. Et donc, il faut communiquer, expliquer et préparer tout ça proprement. On est vraiment sur une gestion de projet. Donc, on va regarder, l'objectif là, c'est de regarder les 5 étapes, hein, de regarder un peu plus en détail. C'est un peu plus de temps, je vais peut-être un peu vite au démarrage, mais voilà, le chrono tourne. Mais on va regarder un petit peu ces 5 étapes. L'identification des conséquences, des impacts sur l'indisponibilité des ressources. Je vais faire le parallèle un petit peu avec la qualité, l'ISO 9001. Vous allez voir, il y a des experts qualité, je le sais, dans les personnes qui sont connectées, ils vont se retrouver rapidement. Il y a beaucoup de monde aussi en QSA, bien entendu. Donc, l'identification des ressources, ça va être les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources informatiques, les ressources partenariales, fournisseurs, sous-traitants et les outils de production. Alors, outils de production, sens très large encore. Hein, il faut, les outils de production dans le tertiaire, ça peut être, sont très liés à l'informatique, hein, mais par exemple, voilà, on est l'identification des ressources. On va regarder l'indisponibilité au niveau humain, matériel, informatique, partenaire et outils de prod. C'est là-dessus qu'on va se focaliser. Donc la question qu'on se pose pour chacune de ces ressources qu'on a citées, qu'est-ce qui se passe si l'une de ces ressources devenait indisponible, quel que soit le scénario? On fonctionne à l'inverse. Hein. Qu'est-ce qui se passe si j'ai des indisponibilités au niveau RH, ressources humaines, matériel, bâtiment et autres? La deuxième étape, la deuxième point dans cette identification, c'est qu'on va regarder le périmètre géographique. C'est-à-dire que pour la ressource en question, est-ce que c'est une ressource qui est locale, ça concerne un site, une usine, ça concerne cette ressource, elle travaille sur 3 sites, 4 sites, elle est nationale, internationale. Voilà, c'est très important de regarder cette partie-là. Si on prend la partie SI, est-ce qu'elle touche uniquement une usine? C'est quoi les conséquences si un serveur tombe que pour une usine ou si c'est un serveur qui alimente l'ERP de toutes les usines du monde? On n'est plus sur le même niveau de gravité, on va dire, quelque part. Ce périmètre géographique, c'est pas, c'est de la ressource. Quelle dimension? Le périmètre fonctionnel, c'est-à-dire que là, c'est l'indisponibilité, c'est en cascade. C'est que si j'ai deux types de ressources qui tombent, qui sont indisponibles, quels vont être les impacts? Et le périmètre temporel, c'est-à-dire le laps de temps des effets d'indisponibilité des ressources. Ma ressource s'arrête pendant 3 mois. On va déterminer si c'est grave ou pas. Et cette absence de fonctionnement de la ressource, quelles conséquences on aura sur le fonctionnement de l'entreprise? Ça, c'est la première étape. Donc, on est plutôt sur une phase d'identification. On ne rentre pas dans l'analyse encore. Hein. On liste un peu, finalement, tout le travail qu'on va devoir analyser par la suite. On est plutôt dans ce rôle-là. Et enfin, c'est là où, en fait, on va retrouver un petit peu l'approche ISO 9001 version 2015, ou même les anciennes versions marchaient aussi. En tout cas, dès qu'on a introduit la partie processus, mais identifier les processus et les flux de fonctionnement. Donc là, faites appel à votre responsable qualité qui saura vous faire ça très bien. On va analyser les impacts de l'arrêt des processus.
enfin, on va identifier les ressources dont on aura besoin lorsqu'on sera en PCA. Alors, l'identification des ressources, c'est identifier et recenser les processus, ressources, pardon, identifier et recenser les processus, identifier les dépendances entre les processus. Alors ça, c'est un travail très important, fournisseur interne, client interne. Pour les entreprises qui sont dans une dynamique d'ISO 9001, ils comprennent ce que je veux dire, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que votre processus, il va avoir des données d'entrée, des données de sortie, des services en amont et des services en aval. Et ça, c'est important de bien identifier les interdépendances. Je fonctionne que parce que mon service amont me transmet ces informations-là ou ces produits-là ou me donne telle et telle information. Je sais travailler uniquement si mon copain d'avant travaille correctement. Et si je travaille correctement, je peux faire travailler mon copain d'après. Donc ça, c'est très important de bien identifier ces interactions-là, parce qu'à partir du moment où il y en a un qui est en carafe, ça va être un petit peu la cascade derrière. Et dans ces processus-là, on va essayer de déterminer aussi s'il y a des périodes sensibles. Est-ce qu'il y a des cycles de fonctionnement qui sont un peu plus en tension en fonction des périodes, des pics de charge, d'activité. Prends l'exemple des experts comptables où en ce moment il faut faire les bilans. Alors là, faire les bilans à distance, ça devient compliqué. Et voilà, quand on dit des périodes sensibles dans le processus, ça va être cette partie-là. L'analyse de l'impact, c'est qu'on va mesurer, en fait, pour chaque processus, l'impact de l'arrêt en ayant en tête deux critères. Le critère temporel, combien de temps je peux m'arrêter sans impact. Et là, en fait, quelque part, l'impact critère business, c'est quand je suis arrêté, quel est l'impact sur mon travail dans mon entreprise. Et enfin, déterminer les besoins en ressources quand on va travailler en mode dégradé. Cette identification des besoins en ressources ne peut se faire qu'après avoir identifié les processus et les flux de fonctionnement et analysé les impacts. Alors, il existe des outils, il existe des grilles, des tableaux, des fichiers, des modèles que vous trouverez assez facilement. Hein. Aujourd'hui, vous tapez PCA, guide, j'ai mis une petite biblio à la fin, vous verrez. Il y a des choses qui sont très très bien. Alors, l'analyse de l'impact de l'arrêt d'un processus, c'est l'étape la plus importante finalement de la préparation du PCA. Je redis bien les choses, c'est qu'on est dans la préparation du PCA, on n'est pas dans sa mise en œuvre dans la présentation d'aujourd'hui. C'est comment je le prépare. Et c'est un travail qui va se faire, vous verrez, mais hors zone de crise. Hein. On ne fait pas ça maintenant, hein. C'est trop tard. Aujourd'hui, la crise est en cours. S'il n'y a pas eu de PCA, on le fera après. On va collecter des données. Alors, la collecte des données, de façon méthodique, on va utiliser deux petits outils, une interview avec 5 questions que je vais vous montrer à poser, à plus, hein, bien sûr, mais c'est une sorte, pas un audit, hein, mais c'est plutôt, faut plutôt une approche d'interview. Et une matrice pour recueillir l'information, pour qu'elle soit vite organisée et structurée et qu'on puisse rapidement en fait, évaluer et mesurer et tout ça. Cette question, la liste des questions à poser, je vais vous en donner 5 clés, mais il y en a peut-être d'autres à construire, des questions à poser que vous pouvez bâtir avec certains experts. Connaître l'ensemble de fonctionnalités d'une entreprise n'est pas évident. Il faut prendre vraiment un recul important pour bien comprendre le fonctionnement. Donc, faites appel à vos experts, aux responsables de service pour se poser les bonnes questions sur le fonctionnement et l'impact si mon processus s'arrête, qu'est-ce qui se passe. Et donc, le tableau qui va reprendre tout ça. Je vous montrerai quelques exemples. Les 5 questions à poser.
On va reprendre l'approche de description. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que vous pouvez me décrire votre activité, les grandes étapes dans votre fonctionnement, les grandes actions principales, les plus importantes pour vous. La deuxième question, ça c'est très important, la durée d'interruption maximum admissible. En gros, combien de temps mon processus, mon activité pourrait-elle être arrêtée sans générer d'impact? Et pourquoi? Et vous verrez qu'en fonction de l'activité de l'entreprise, de votre cœur de métier, du secteur de l'entreprise, la durée peut être en minutes, pas en secondes, mais en tout cas, voire pour certains serveurs et informatiques, on est parfois effectivement en secondes, en jours, en mois, en années, ça me paraît compliqué, sinon, il n'y a pas trop de raison d'être. Mais en tout cas, voilà, la durée maximum sans générer d'impact. Et pourquoi? Et on explique pourquoi en fait ça ne va pas générer d'impact. L'organisation, il y a déjà des choses en place, on est déjà organisé. Enfin, voilà, il y a des fonctionnements qui permettent de se dire j'ai 24 heures, j'ai 48 heures avant de commencer à créer des impacts dans mon entreprise. Cette durée, vous allez la déterminer. Alors, la gravité de la. Vous allez aussi mesurer la gravité après durée d'interruption maximum. C'est-à-dire que je suis arrivé au bout de ma durée. Qu'est-ce qui se passe? Mon processus, je peux l'arrêter 48 heures. Et au bout de 48 heures, qu'est-ce qui va se passer dans le fonctionnement de l'entreprise? Et là, on va mesurer, on va coter la gravité. Donc, on retrouve cette logique d'évaluation des risques qu'on retrouve en prévention. On a un peu de qualité avec au niveau des processus. Et là, on va être plutôt sur une cotation. Alors, on a cette logique de cotation aussi dans les risques et opportunités aujourd'hui, qui sont demandés dans la version 2015 de l'ISO 9001. Sauf qu'aujourd'hui, les risques, en fait, on ne les regarde pas du tout. Le risque, il a déjà été mesuré, on sait qu'il existe, et en fait, on est en train de gérer le risque. On est dans les impacts du risque. On va évaluer les interdépendances. On en a parlé tout à l'heure rapidement. Donc, je ne transmets pas des patates chaudes à mes copains. Je transmets des choses propres, qui sont clean, pour qu'ils puissent bien travailler. Mais les interdépendances, c'est dans une entreprise, mais ça peut être aussi avec mes sous-traitants. Des fonctionnements d'entreprise qui sous-traitent 100% de leur activité logistique aujourd'hui dans le monde industriel, par exemple, ou agroalimentaire. C'est pas, voilà, il faut bien aussi se mettre dans la boucle de l'indépendance, mes partenaires, c'est très important. Et enfin, c'est ce que je voulais noter au niveau de la DIMA, donc la durée d'interruption maximum admissible, mes périodes critiques dans mon activité. Est-ce que j'ai des cycles de charge? Est-ce qu'en fonction de la météo, je ne travaille pas de la même manière? C'est-à-dire que l'hiver, il neige, il pleut, je ne peux pas bosser dehors, j'ai mes activités de chantier qui sont quasiment en temps d'arrêt, donc ce n'est pas vraiment critique si jamais je m'interromps. Par contre, c'est en plein été, j'ai tous mes chantiers en cours. Ma période critique, elle va donc cet été. Et là, je vais regarder finalement ma durée d'interruption maximum. Je vais regarder sur ma période critique. Je regarde ma durée d'interruption maximum admissible en période estivale quand je fais du chantier. Pour bien être très réactif pour pouvoir mettre en place mon PCA au bon moment. Il peut se déclencher en hiver, hein. Mais on va définir que mon seuil critique va être déterminé par rapport au point le plus faible finalement de mon processus, donc quand j'ai des moments critiques. Je vais parler des experts comptables avec la période de bilan, mais bon, des exemples, vous en avez aussi déjà et vous les avez déjà trouvés, je pense, rapidement dans votre entreprise. Mais c'est ce qu'il faut regarder. Alors, l'étape 3, on va
regardez les solutions de continuité. Donc, vous avez réalisé toute votre analyse d'impact. Donc, il va falloir pour chaque ressource, donc matériel, humaine, outils de production, informatique, définir une stratégie de continuité. C'est là où c'est un moment très important. Donc, ça ne se fait pas tout seul, encore une fois, c'est un groupe de travail, hein, cette partie-là. Et pardon, je vais aller un peu vite. Voilà. Et la deuxième étape de l'étape, la deuxième phase de l'étape 3, c'est la mise en place du PCA et sa déclinaison opérationnelle. Donc, on va regarder ces deux points. Alors, identifier la stratégie de continuité. Je vais essayer de regarder une stratégie sur l'indisponibilité des locaux, par exemple. Alors, ce que je cite vont être un petit peu des exemples pour illustrer un petit peu les solutions que vous pouvez apporter. Je ne connais pas les domaines d'activité pour lesquels vous travaillez, mais en tout cas, voilà un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser. Mes locaux sont indisponibles pour X raisons, X scénarios. Combien de temps pour monter? Je vais répondre à la fin, à la question de Dominique. La question, c'est combien de temps pour monter un PCA? J'y répondrai à la fin. L'indisponibilité des locaux, les solutions de stratégie que vous pouvez aborder, c'est une reprise sur un site, c'est-à-dire que je vais dans une autre zone pour travailler. Je vais sur d'autres sites, je vais à l'extérieur de mon bâtiment, puisqu'il est indisponible finalement. Une reprise d'activité, je fais travailler d'autres sociétés ou d'autres solutions à imaginer. Les différents types de scénarios, il va falloir toutes les stratégies de continuité, elles peuvent être construites de façon graduelle pour anticiper finalement une reprise par étape. C'est-à-dire qu'en fonction de la gravité de l'indisponibilité de mes locaux, je peux dire ma solution A, je travaille dans l'autre bâtiment de mon site. La solution plus grave, c'est que deuxième site, je demande à un concurrent de m'aider. Et il faut pouvoir aussi se prendre, enfin, demander un coup de main parfois même à des concurrents, c'est très important, de se mettre en face. Finalement, on est un peu tous parfois dans la même galère. Donc, et là, on le voit bien aujourd'hui, hein, je pense que c'est très important de rester solidaire par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, pour l'indisponibilité des locaux. Sur la partie RH, on peut réduire l'activité. J'ai une partie de mes équipes qui est malade. Aujourd'hui, on voit, on touche un peu tous les domaines, hein. Aujourd'hui, tout le monde est un peu indisponible, hein. Donc, le Covid est un peu le cas un peu extrême, hein, d'une crise, mais il est assez parlant. Je peux réduire l'activité RH, réduire chômage partiel, j'étais en 3,8, je passe en 1,8. Par exemple, ça peut être ce type de solution et de stratégie. Graduellement, si ça ne fonctionne pas, je passe en arrêt complet d'activité. J'arrête, je fais un report d'activité. Alors, ce que j'appelle report d'activité, c'est que je fais des répartitions différentes du travail où je travaille de façon déportée. Encore une fois, on peut trouver d'autres solutions. L'indisponibilité du service informatique ou du système d'information, c'est que je peux, par exemple, faire une reprise informatique à distance. Mon site local ne marche pas. Par contre, je peux relancer depuis un autre site mon informatique. C'est une agence locale qui peut prendre le relais. J'ai double serveur, j'ai deux SAT serveurs en local. J'ai ma première SAT serveur qui brûle. J'ai une deuxième SAT serveur pour prendre le relais. Ou j'ai un serveur en ghost qui travaille. Je peux délocaliser aussi. Quand je dis reprise à distance informatique, c'est que c'est une société de service qui va me relancer l'informatique à distance et on va travailler à distance le temps de reconstruire la salle serveur qui a brûlé. L'indisponibilité des partenaires, des fournisseurs. Les solutions de stratégie de continuité peuvent
des fournisseurs alternatifs. J'ai un fournisseur, mais j'ai plusieurs quand même fournisseurs alternatifs si besoin. Euh, je peux aussi lancer des prestations alternatives. Je fais de la location de matériel. Ça va reboucler une autre indisponibilité. Euh, je, je- je fais de la reprise d'activité par mes partenaires. C'est mes partenaires qui vont s'en occuper. La disponibilité d'outils de production, donc j'ai mon outil de prod qui ne fonctionne pas. Euh, je vais regarder d'abord en interne si j'ai plusieurs machines équivalentes, faire le backup. Euh, je vais louer éventuellement mon matériel avec la substitution, par exemple. La prestation externe, je vais demander à des partenaires qui restent disponibles de leur côté de fabriquer une partie un peu plus que ce qui est prévu au contrat, ou alors toute ou partie d'une de mes activités que je ne peux plus faire. Encore une fois, regardez pourquoi pas avec vos concurrents s'ils peuvent vous aider. C'est pas simple, hein, mais il faut pouvoir oser le faire. On est en PCA, c'est-à-dire que l'objectif au début, c'est de minimiser les effets de crise. Donc, il faut pouvoir être en capacité de regarder toutes les solutions. Il y a plein d'autres possibilités. Euh, Encore une fois, c'est les experts en interne, c'est l'entreprise qui a cette capacité de trouver les solutions et les stratégies de continuité. Le dernier point important, toutes ces stratégies de continuité sont validées par la direction générale. C'est l'équipe PCA en fait, hein, qui va proposer ces solutions de stratégie, parce qu'il y en a plein de différentes. Certaines seront à hiérarchiser. Il va falloir évaluer les coûts de ces stratégies alternatives et donc, bien entendu, derrière, un arbitrage nécessaire. Avec un go, no go, on les met au PCA comme solution et comme stratégie de continuité. L'étape 3, donc la mise en œuvre opérationnelle sur une organisation définie, la mise en place. Les petits astérisques, c'est qu'il y aura un slide spécifique pour l'organisation à la fin, justement, le Canva, je dirais la gouvernance type d'un PCA. On va y venir. Alors, c'est une organisation, et c'est important de bien l'avoir en tête, alternative au mode normal. C'est-à-dire que ce n'est pas le CODIA. Si on peut, bien entendu, ça va dépendre de la taille des entreprises. Encore une fois, une entreprise de 50 personnes ne peut pas s'organiser comme un groupe de 10 ou 15 000 personnes. Donc, sur des cadres d'entreprises de 50 personnes, voire plus petites, ce sera la même chose, bien entendu. Mais si on peut avoir un cadre alternatif, c'est mieux. Quand la taille de l'entreprise ne le permet pas, on garde l'organisation actuelle. La mise en place donc, sur une organisation qui va être définie, on va définir sur les modalités du mode dégradé. Donc, le PCA aura défini comment on fonctionne en mode dégradé et les modalités de reprise. Donc, tout ça sera quelque part formalisé. Cette déclinaison opérationnelle, dans chaque service, en fait, le livrable, quelque part, on avait le fameux document unique pour l'évaluation des risques professionnels. Vous allez avoir le document PCA qui va définir quelque part toutes ces modalités-là, du mode dégradé, du mode de reprise. Mais la méthode va un peu plus loin, c'est qu'il faut que ça soit simple et pédagogique. Donc, on va demander d'écrire des fiches synthèse opérationnelles adaptées à chaque service. On dit effet d'échelle, c'est-à-dire qu'on aura une fiche PCA pour le service production, l'atelier peinture. Voilà. Si j'ai 4 sites de production, c'est une fiche PCA par site de production. Ce n'est pas une fiche pour tous les sites de production, puisque le fonctionnement de chaque site peut varier et avoir des petites différences. Et la fiche de synthèse et opérationnelle PCA n'est peut-être pas vraie pour le site A que pour le site B. Et on risque de mettre en difficulté un des deux sites
si on n'a pas vu ces petites spécificités de fonctionnement. Donc ça, c'est très important. Donc ça nécessite un cadre de rédaction préalable, de capacité de synthèse de ce qu'il faut faire, de clarté, de simplicité de ce qu'il faut écrire. Alors, bien sûr, je mets des guillemets dans tout ce que je dis. Je vous donne de la théorie, donc ça paraît simple à dire, à faire, c'est pas la même histoire, hein. Ça va prendre du temps. Donc, on va y revenir un petit peu sur combien de temps il faut pour monter un PCA. Euh, mais voilà. Après, un point très important dans le PCA, je suis en phase opérationnelle, je l'ai mis en place. Restez en contact avec vos équipes, avec vos clients et avec vos fournisseurs. En période de crise, il faut pouvoir garder ces contacts-là, même si on est aujourd'hui un peu tous confinés à droite et à gauche, ou alors on est en télétravail, on est en distanciation sociale, comme on dit. Mais il faut pouvoir garder le contact, téléphone, visio et autres. Donc là, ça marche bien en ce moment, tout ça. Oui, j'ai vu la question. Voilà, ça, c'est très important de garder le contact parce que ça va permettre aussi de préparer et d'anticiper la reprise. Pardon, je suis allé un petit peu vite. Les échanges que vous allez avoir avec vos équipes, vos clients, vos fournisseurs vont pouvoir aussi vous amener à anticiper la reprise de façon différente. Le PCA va prévoir quelques stratégies de reprise, mais il va falloir être agile aussi hein, dans sa mise en œuvre et avoir cette capacité à se réadapter si besoin. Parce que la reprise, vous l'avez imaginé comme ça, mais si vous avez un partenaire qui n'est pas au même rythme que vous, ou que vos équipes ne vont pas pouvoir reprendre aussi vite que vous, petit exemple du quotidien que vous voyez tous aujourd'hui, l'école à la maison, pour celles et ceux qui connaissent bien ce sujet-là. Si l'école reprend qu'en septembre et que les entreprises veulent reprendre au mois de mai, vous serez en reprise dégradée dans les entreprises. Vous ne pourrez pas être à temps plein, puisqu'il va falloir s'occuper de nos bambinos jusqu'au mois de septembre. Bien sûr, il y a des vacances d'été, si on en a, mais voilà, ça, il va falloir bien en prendre en compte aujourd'hui. Même aujourd'hui votre PCA, mais en tout cas, à mettre à jour en live. La dernière étape, enfin l'avant-dernière étape, il est déjà 11h18, vous voyez, ça, j'ai pas fini encore. L'actualisation du PCA, alors, vous avez fait la reprise d'activité, on va faire un bilan, on va faire un REX, mais un point important, c'est que hors période de crise, vous avez construit votre PCA, vous n'avez pas de crise, et bien heureusement. Par contre, vos organisations, elles changent, elles bougent, elles évoluent. Donc, va falloir actualiser la donnée. Un peu comme une mise à jour de processus, une mise à jour du document unique. Ça va être un petit peu la même logique. Il va falloir actualiser les données pour vous assurer que finalement, votre PCA est toujours au goût du jour. Ne ressortez pas un PCA de 2001 alors qu'on est en 2020. Et ça ne va pas marcher sur l'entreprise. Ça, c'est clair et net. Et si vous le pouvez, dans le maintien en condition opérationnelle de votre PCA, c'est comme les exercices incendie, c'est comme les SST, il faut faire des simulations, il faut faire des exercices, il faut faire des tests. Alors, il y a qu'à Faucon, mais si vous le pouvez, faites-le. En mettant en situation les gens dans des exercices, on va aiguiser les réflexes. Et vous voyez les conséquences économiques aujourd'hui sur une entreprise qui n'est pas préparée à faire face à une crise, à mettre en place un PCA. Donc, une demi-journée pour faire un test ou une simulation par an pour mettre en œuvre un PCA, je ne suis pas sûr que ce soit un grand luxe au final. Au même titre que faire un exercice incendie, je passe des messages de prévention dans une entreprise, et une fois que vous avez un incendie, c'est des morts potentielles. Donc, et je sais que dans les personnes qui sont présentes, ils ont vécu de très près Lubrizol. Alors, 2020, on est en gestion de crise.
clairement. Hein, aujourd'hui, le Covid, ce n'est pas autre chose. Il y en aura d'autres. Il ne faut pas se tromper. Euh, Quand, impossible de dire. Hein, je ne suis pas devin, en tout cas, mais en tout cas, il y aura des problèmes climatiques. On sait qu'il y a des changements à venir, des problèmes sanitaires et d'autres crises sociales potentielles. Le mettre en place, c'est de mieux maîtriser des futures crises à venir. Enfin, la dernière étape, c'est l'étape 5, c'est la communication. Alors, le PCA est un projet à part entière dans une entreprise. Il va permettre la clé, c'est de communiquer de façon simple et pédagogique et sensibiliser les dirigeants et les collaborateurs. Alors, en fait, on va demander au chef de projet PCA, au responsable de prévention, celui qui aura en charge du projet au final, de communiquer, mais d'être agile dans sa communication et de capter les évolutions, les perceptions euh, des collaborateurs par rapport à ce qui se passe, par rapport à la crise. On va devoir prévoir et anticiper des comportements individuels et collectifs très différents, très variables en fonction de la façon dont on communique. Il ne faudra pas se tromper de message. On peut, au démarrage, être sur du compréhensif et du respectueux des consignes. On aura des gens qui seront négligents, parfois irresponsables dans leur fonctionnement, des gens qui seront plutôt dans la crainte, l'affolement, la panique. Et ça, il va falloir être un peu sensible et capter cette partie-là pour que la communication que vous allez préparer et diffuser prenne en compte cette information-là, monter le niveau d'alerte si on s'aperçoit que finalement on est un peu trop nonchalant dans l'application des consignes, de rester confiné, ou alors si on voit que finalement ça part trop dans l'affolement et la panique, et éviter des déstockages massifs de denrées où on sait qu'on a du stock, par exemple. Donc, voilà. Donc c'est un travail très important, la communication associée au PCA. La team PCA, l'équipe PCA, comment s'organise la gouvernance? Il vous faut des sponsors. La plupart du temps, ça va être un comité de direction, que dire COMEX, en fonction de le vocable de votre entreprise. C'est pas, en fonction des entreprises, ça peut être le DG aussi, le chef de projet PCA. Si vous pouvez, évitez-le. Non pas qu'il n'a pas la capacité de le faire, le patron, bien au contraire, mais c'est plus dans l'approche. Il faut un peu d'impartialité en fait dans la mise en place d'un PCA. Définir des stratégies de travail dégradées qui peuvent coûter très cher. Donc, il faut arriver à prendre beaucoup de recul. Le patron, il peut le faire, hein, mais son filtre, il n'est pas le même qu'un responsable de prévention, par exemple. Alors, la plupart du temps, le chef de projet PCA, c'est le responsable sécurité, QSE, en fonction des entreprises, le responsable de prévention, directeur et autres. On est plutôt dans attribuer en fait cette fonction PCA à ce niveau-là. Dans les grosses structures et les énormes structures internationales, bon, bah, c'est des services entiers. Hein. On peut avoir des entreprises qui ont des cellules de gestion de crise complète et PCA, clairement. Après, dans une entreprise, tout à l'heure, on en parlait de 30 personnes ou de 50 personnes. Bon, on va retrouver les mêmes hein, qui vont se coller au projet et donc peut-être se faire accompagner par rapport à ça. Mais en tout cas, le patron du PCA, le chef de projet PCA, il a un peu le même rôle qu'un pilote de processus, comme j'aime à le définir. Il va avoir 4 métiers. On va avoir l'architecte, construire le PCA, contrôleur, donc s'assurer de maintenir en condition en permanence qu'il soit toujours bon, et l'améliorer en tant que bâtisseur, et communiquer en tant que journaliste. On va retrouver un petit peu le même rôle qu'un pilotage de processus, en plus complexe quand même. Là, il ne va pas prendre qu'un processus, il va tout prendre l'entreprise, y compris des processus qui ne sont pas ISO. Quand je dis pas ISO, qui ne sont pas dans le cadre du périmètre de certification. Le comité PCA, c'est vos experts. Hein.
Ça va être un ensemble d'experts, de chefs de service, d'experts métiers parfois. La maintenance, il ne faut pas les oublier, ils sont prédominants et très importants dans les outils de prod, par exemple, voire autres. Mais c'est tous vos experts et chefs de service potentiels. Ils vont avoir ce rôle très important de concevoir et mettre en œuvre le PCA, donc de le diffuser au niveau opérationnel. Et dans ce comité, le comité va concevoir et mettre en œuvre, oui, pardon, et il va avoir en charge d'analyser l'analyse qui aura été faite des interviews, bien homogénéiser la gravité quand j'ai dépassé ma DMA, ma durée d'interruption maximum admissible. Pourquoi? Parce que chacun a sa vision finalement de gravité, un petit peu par rapport à son filtre. Chacun va évaluer un niveau de gravité. Il va falloir l'homogénéiser pour qu'on soit, je dirais, le plus homogène, enfin le plus, comment dire, le plus, je vais retrouver mes mots, euh, harmonisé dans le PCA, pour pas qu'on ait des distorsions de gravité dans les processus. Donc il va falloir tamponner, il va falloir pondérer en fait un certain nombre de retours d'analyse. Et il va proposer toutes les orientations de continuité d'activité au DG. Ça, c'est le rôle du comité. Les correspondants, donc on en a parlé, ça revient potentiellement à être aussi vos experts des fonctions clés. Et eux, ils vont décliner en fait votre PCA au niveau opérationnel. Encore une fois, je mets des guillemets, en fonction des tailles d'entreprise, tous ces rôles peuvent être finalement être réduits aux mêmes personnes assez rapidement. Hein. Les collaborateurs, ça va être votre clé de voûte hein, du bon fonctionnement de votre plan de continuité d'activité. On peut mettre toute la bonne volonté à créer des documents et des organisations. Par contre, si on n'a pas expliqué aux gens comment ça fonctionne et si on n'a pas mis un petit peu de culture de prévention des risques et gestion de risques dans l'entreprise, où c'est un peu l'affaire de tout le monde, ça ne marchera pas. Hein. Faites des procédures incendie, si personne n'a fait un exercice de simulation, personne ne sortira correctement. Hein. Donc là, c'est un peu le même combat et le même challenge sur le PCA. Il va falloir expliquer, former, présenter le PCA à tout le monde et présenter des fiches de synthèse aux équipes et aux collaborateurs pour que derrière, on puisse mettre en œuvre ça de façon assez fluide. Mettre de l'huile dans les rouages. Un petit clin. Et enfin, vos instances représentatives du personnel, ils ont un rôle aussi important que les collaborateurs et le comité, c'est qu'on va bien entendu les faire participer à l'élaboration du PCA avec leur regard, leur vision. Ils vont vous apporter des choses qu'on n'aura pas forcément vues. Et ça, c'est très important qu'ils soient impliqués dès la construction du PCA. Vous ne pouvez pas ne pas le faire sans eux. Et là, ça va être le CSA maintenant, aujourd'hui. Et les syndicats, quand vous en avez. Deux petits slides de fin à retenir. En fait, j'aurais dû commencer par ça, mais ça va durer 5 minutes, la présentation, mais ce n'était pas l'objet. Je vous redonne le déroulement du PCA, un axe de temps. Vous avez un fonctionnement normal. Vous avez élaboration du PCA. Donc, c'est tout le travail qui va vous arriver d'ici quelques mois. Et donc, il survient un risque. Vous allez mettre en œuvre en fait une gestion des risques, donc des solutions de contournement de ce qui se passe pour pouvoir maîtriser ce sinistre. Et après, vous voyez la DMIA, la durée maximum d'interruption acceptable, donc ça va être ça. Et à partir du moment où vous avez atteint votre DMIA, vous basculez en mode dégradé. Voilà. Et après, vous avez, pour certaines entreprises, vous pouvez avoir plusieurs niveaux de mode dégradé et plusieurs en fait, scénarios et stratégies de fonctionnement jusqu'à la préparation du plan de retour à la normale. Donc, le PCA, la préparation, il est là. Sa mise en œuvre démarre ici à la mise en place de solutions
parce que vous avez atteint votre DIMA. Alors ici, c'est DM, c'est un peu à l'inverse, mais voilà. Ça commence là. Là, vous êtes en gestion de crise, hein, en rouge. Les deux sont très liés, bien entendu. Un petit graphe très simple pour bien comprendre. Au final, votre entreprise, les résultats financiers, le temps, la crise se déclenche. L'entreprise va pouvoir en fait amortir les résultats financiers et éviter une dégradation trop forte avec un PCA en place. Et le fait de ne pas en avoir, et malheureusement, j'espère pas, hein, c'est sûr, mais on risque d'en voir dans les mois à venir, c'est d'avoir des risques de faillite en fait sans PCA. Bien entendu, je ne l'espère pas du tout, euh, mais c'est le rôle du PCA aujourd'hui et tout le challenge qu'on va se donner dans les prochains mois et tout le travail qu'il va falloir fournir. Je finirai par un petit proverbe chinois, même si le Covid vient de Chine, ils ont quand même des proverbes qui sont assez parlants. Les tuiles qui protègent de la pluie ont toutes été posées par beau temps. Concrètement, votre PCA, ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire, c'est quand la crise sera terminée. Et on va utiliser ce qui s'est passé et ce que vous avez mis et bien mis en place dans le cadre du Covid pour pouvoir finalement préparer votre PCA proprement, parce que vous avez déjà défini des scénarios de PCA, des stratégies de continuité, un peu parfois au dernier moment. Hein, on a été tous un peu pris par de court. Peut-être pas, hein, il y a des sociétés qui en ont sûrement des PCA aujourd'hui. Mais voilà, c'est le point important à retenir. Je vais vous afficher la biblio. Et alors, la biblio, très importante. Donc, vous avez le secrétariat général de la Défense qui a émis un guide que vous pouvez télécharger sur le lien. Alors là, je ne pense pas que vous puissiez cliquer dessus, mais en tout cas, sur la version qu'on vous diffusera, ce sera dispo. Il y a un livre aussi sur les plans de continuité d'activité diffusé par l'AMRAE qui a été mis à dispo gratuitement pendant un temps. Je ne sais pas s'il l'a encore aujourd'hui. Je vous ai remis un lien. Sinon, c'est un document qui est très riche. Vous retrouvez un certain nombre de graphes que j'ai utilisés pour présenter les slides. Et enfin, il existe une norme ISO 9001, pas une norme ISO 22301. Elle est certifiable, car vous pouvez vous faire certifier dessus, ce n'est pas un problème. Que vous trouverez sur la boutique de la FNOR. Alors, ils l'avaient mis à titre gratuit pendant un temps. Je n'ai pas vérifié si elle l'était encore aujourd'hui. Euh, Peut-être que des personnes qui sont présentes ont l'information. En tout cas, je sais qu'elle est disponible potentiellement au moins en lecture à afficher. Voilà. Donc, je vais prendre un temps de lecture juste rapide pour pouvoir reprendre les questions qui sont en cours de. Alors, je vais vous les lire, comme ça tout le monde aura l'information. S'il est déjà 11h34, donc si vous avez encore 10 minutes de dispo, bah, on va continuer. Sinon, bah, je vous laisse libre à vos occupations. Alors, voilà. On va reprendre dès le début. Combien de temps pour monter un PCA? Alors, je vais faire une réponse euh, un peu. J'ai pas de réponse en fait quelque part. Ah, pour mettre un PCA, la dimension de l'entreprise et votre niveau de départ en termes de capacité d'avoir analysé déjà les processus, d'identifier les processus critiques, euh, va être assez déterminant en fait. Et votre activité aussi. Hein. Je réaffiche la caméra. Oui, j'affiche ma caméra. Hop, voilà. Je vais couper le partage. Voilà. Euh, je fais quelques manips pour voir bon, les questions. Alors, ça,
j'ai toutes les questions sous les yeux. Et donc, pour la durée de la réalisation du PCA, votre activité va être aussi déterminante. Une crise, par exemple, pour une entreprise de luxe, un magasin, une boutique de luxe, c'est dès qu'il y a 2 cm d'eau dans la boutique. Là, on passe en crise et potentiellement PCA, alors que sur d'autres entreprises, le durée d'interruption va être beaucoup plus long et l'activité est très différente. Donc, je ne sais pas aujourd'hui combien de temps on peut se donner pour un PCA, mais ce n'est pas en semaine, ça va être en mois pour préparer tout ça. C'est un peu le travail de mise en place d'une certification ISO 9001. Généralement, l'ISO 9001, c'est 6 mois de boulot, hein, quand même, minimum. Est-ce qu'on peut travailler par unité de travail pour les PCA? La méthode préconise l'approche processus. Vous pouvez après redécouper potentiellement en UAP, pas en UAP, en unité de travail, unité homogène. Vous pouvez réutiliser effectivement cette méthode. Ça aura du sens dans le cadre de la mise à jour du DU. Donc oui, je vais plutôt vous préconiser de le faire parce que la mise à jour réglementaire risque de passer par le DU, par l'arrêté de 2001, plus qu'autre chose. Pour les pertes de données maximum, ça va être plutôt du ressort de l'IT qui va définir ça. Quoique sur les données de production, par exemple, il faudra questionner au niveau du processus en question. Donc, la question, c'est qu'en est-il des PDMA? Les PDMA, c'est les pertes de données maximum admissibles. Donc, j'en ai pas parlé puisque je n'ai pas fait de zoom effectivement sur la partie de PRA sur ce sujet. Pour le début de présentation, le PCA est réglementairement obligatoire pour toutes les industries. Non, il est obligatoire pour les industries dites opérateurs d'importance vitale, les OIV. Et il l'est aussi pour les banques et les assurances, mais pas pour tout le monde aujourd'hui, en fait. Par effet de bord, avec le document NIC, l'évaluation des risques, on peut se poser la question, mais il n'est pas en tant que matérialisé avec le document type document unique, il n'est pas obligatoire en fait. Hein. C'est un outil qui va vous permettre de répondre à un certain nombre de points réglementaires, mais il n'est pas d'application obligatoire pour le moment. Sauf OIV, hein, je reprends. Donc dans le slide de présentation, vous retrouverez la liste des OIV. Il y en a beaucoup plus, hein, ça fonctionne par secteur, il y a 12 ou 16 secteurs, je crois, concernés. 2301 scénario ou indisponibilité. Alors, ni l'un ni l'autre. Plutôt ressources indisponibilité. En fait, elle va parler de processus. Elle est 22301. Elle est très très proche d'une 9001. Et au lieu d'être sur risque et opportunité, on va être sur analyse d'impact. En fait, et cette organisation, elle est plutôt orientée dans ce sens-là. L'équipe PCA peut-être ou doit être l'équipe de crise. Non, non, l'équipe de crise doit être focalisée à sécuriser bien personne et en priorité. Ils ne peuvent pas être sur la préparation de la suite et comment on va s'organiser pour la suite. Parfois, ça ne va pas être possible. Clairement, encore une fois, sur la taille des entreprises, ça ne va pas être forcément possible. Mais je ne le préconise pas, si vous pouvez éviter. Mais encore une fois, 30, 50 personnes dans la société, ça sera les mêmes qui vont gérer la crise et PCA quasiment. Alors, on peut également utiliser les principes de prospective pour réaliser nos PCA. Alors, probablement, mais je ne l'ai pas abordé et je ne le connais pas de façon très modeste. Donc, on pourra demander effectivement un complément et un autre webinaire sur le sujet. La question, c'est qu'on peut utiliser les principes de prospective pour réaliser nos PCA. Voilà. Mais je peux pas. C'est plutôt une contribution plutôt qu'une question. La consultation de l'AFNOR est toujours gratuite et toujours d'actualité. Donc, je vous invite à y aller. J'ai mis le lien au niveau boutique. Mais si vous allez sur la page d'accueil de la boutique AFNOR, il y a une zone Covid-19, vous cliquez dessus, ils vous affichent tout. Ils ont mis à titre gratuit toutes
les normes liées au Covid-19, dont la fabrication des masques. Euh, voilà. Alors, le bilan d'impact économique, comment l'utiliser? C'est utilisateur, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai besoin de précision sur la question. Je ne peux pas y répondre comme ça. Dominique, peut-on concilier la méthode présentée avec celle des scénarios classiques et prévisibles qui seraient utilisés comme cadenas? Oui. Je vais réafficher. Je crois que j'ai un petit document qui permettrait d'illustrer. Voilà. Je réaffiche tout ça. Je vais repartager mon écran. Le couplage, vous le voyez ici. Je pense que tout le monde voit correctement. On a les scénarios qui sont ici. Vous voyez. Et en fait, on a couplé des scénarios de risque et quantifié des effets sur les ressources critiques, typiquement. Donc, on a mis une cotation. On a fait une évaluation des risques, des impacts à ce niveau-là. Voilà. Existe-t-il des comités PCA dans les Pays de Loire similaires aux comités qualité? Alors, les comités PCA dans les Pays de Loire similaires aux comités qualité. Ce serait, si je comprends la question, ce serait plutôt donc des comités interprofessionnels. Si peut-être, est-ce que je comprends correctement la question? Je ne sais pas si l'utilisateur qui a posé la question peut préciser. Oui, tout à fait, d'accord. J'ai pas, peut-être que le MFQM pourra répondre et compléter. À ma connaissance, je ne crois pas, mais je ne peux pas vous garantir de ma réponse. Ce serait par contre une très bonne idée à construire pour transversaliser les bonnes pratiques. Et le MFQM n'a pas l'information pour l'instant. Donc, écoutez, ça vous donne une piste à renseigner. Pour le bilan d'impact économique évoqué dans la norme. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail là sur le bilan économique. Alors, la question c'était quel est l'impact? Pour le bilan d'impact économique, comment l'utiliser? Alors, c'est un sujet, ouais, Philippe, je comprends tout à fait. Là, vous avez déjà sûrement un PCR en place et vous maîtrisez déjà un certain nombre d'éléments. On peut en discuter en off, mais ça risque d'être assez long, effectivement. Actuellement, les entreprises sans PCA se débrouillent pour la continuité d'activité, mais que peut-on leur conseiller sans mettre maintenant un PCA dans les règles de l'art? Alors, Dominique, clairement, aujourd'hui, je ne vous conseille pas de le faire. Continuez à vous focaliser sur la continuité d'activité, mais le PCA, on le fera dans les règles de l'art après la crise. Là, ce n'est pas le moment. Enfin, je ne pense pas que ce soit le moment. Consolider et garder tout ce que vous avez fait, ça vous servira dans la construction de votre futur PCA, mais ça pas, il faut en fait utiliser ce qui est fait aujourd'hui pour construire le futur PCA dans les règles de l'art. Alors, j'ai peut-être raté une question, effectivement, là je vois, donc je remonte. Question sur les modèles. Sur les modèles de fiches synthèse. Je n'ai pas de modèle à vous proposer si telle était la question. Je ne l'ai peut-être pas vu de. Ah oui. Avez-vous des recommandations sur les modèles et fiches PCA? Malheureusement, non, je n'ai pas de modèle à vous présenter sous la main.
j'ai des recueils de ressources, des recueils d'informations. Je n'ai pas de modèle de fiche synthèse. Si j'en ai, est-ce qu'il y a des sites dispo qui en auraient allez voir dans le guide du secrétariat national à la défense, le guide que je vous ai cité, je vais vous remettre je vais vous afficher le lien. Donc, le guide du secrétaire général de la Défense et Sécurité nationale. Si vous tapez PCA SGDSN, ce guide est gratuit. Il y a des fiches pratiques, mais je ne sais plus s'il y a des modèles de fiches de synthèse. Je ne suis pas sûr, en fait. Il est assez bien. Et le guide de l'AMRAE a pas mal de choses intéressantes. Non, le document unique, la question donc, effectivement, de Philippe, c'est le document fait prendre à moyen terme l'aspect d'un PCA. Non, le PCA sera un outil pour répondre à l'évolution réglementaire. Je le vois plutôt dans ce sens-là. Encore une fois, c'est une orientation que je donne, mais j'ai pas la preuve que l'arrêté de 2001 sera mis à jour. Mais il est assez évident que l'État ne restera pas sans suite après crise pour mettre à jour la réglementation par rapport à ça. Et aujourd'hui, la mise à jour de l'arrêté de 2001 me semble plutôt en bonne voie pour rajouter en fait l'exigence d'évaluer les risques liés à des événements anormaux ou des types de crises, quoi. Alors, le plan blanc, il est propre au domaine hospitalier, donc je ne pourrais pas répondre à ce domaine d'activité, malheureusement. On est encore très nombreux, hein, merci de rester. Je vois que le sujet passionne. Enfin, passionne peut-être pas, mais en tout cas, ça poser beaucoup de questions. Donc, pour finir cette présentation, on vous enverra aux participants, donc, bien entendu, le PDF du webinaire. Les liens seront disponibles. Et on fera un petit sondage, probablement. Vous pourrez communiquer au MFQM si vous souhaitez qu'on aborde et qu'on aille plus loin en fait, sur le sujet. Parce qu'il y a la gestion de crise, par exemple, qu'on n'a pas du tout abordé, qui peut être un thème à compléter, ou la norme, l'ISO 22301, qui peut être vraiment un axe de développement pour certaines entreprises. Voilà, on peut parler de la norme avant d'éviter. Non, j'ai pas d'infos sur la 22301, sur les types d'évaluation, mais c'est certifiable. Donc, voilà. Merci à tout le monde, en tout cas, d'avoir été présent ce webinaire et on se retrouvera très bientôt, je le pense. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Restez confinés, bien entendu. Bonne journée.